Ce design un peu original, un peu mastoc, mais un peu néo-rétro aussi, c'est celui de l'ID Life, la future citadine Volkswagen 100% électrique. L'un de ses atouts, c'est évidemment son tarif. Il est annoncé à partir de 20 000 € en version de base. Sauf que, avant d'en profiter, il faudra se montrer patient. La commercialisation est prévue à l'horizon 2025. C'est une voiture qui repose sur une base technique commune aux ID3 et ID4, mais dans une version raccourcie. Et elle affiche un gabarit similaire à celui d'une Volkswagen Polo à 2 cm près. En revanche, on remarquera aussi qu'elle est légèrement surélevée à la manière d'un crossover. Pour le côté fun, on retrouve à bord de cette citadine un tableau de bord vraiment épuré à l'extrême et on a aussi une sorte d'écran qui se déploie du tableau de bord et à partir de là, on n'a plus qu'à se reculer à fond et par exemple lancer un film ou jouer à la console sur cet écran, par exemple lorsqu'on fait une recharge. Au chapitre technique, donc cette voiture dispose d'un électromoteur situé sur le train avant, c'est donc une traction contrairement aux ID3 et ID4. Et niveau puissance, le moteur affiche 172 kW, soit l'équivalent de 234 chevaux. Évidemment, ça, c'est des caractéristiques qui sont propres à ce concept, qui par ailleurs dispose d'une batterie lui autorisant, selon Volkswagen, jusqu'à 400 km d'autonomie. On est à bord de la nouvelle EQE, donc comme son nom l'indique, c'est une voiture 100% électrique. C'est un peu l'équivalent de la Mercedes Classe E, mais donc avec sans moteur thermique. C'est une voiture qu'on pourra commander dès le mois de février 2022 et qui sera livrée à partir de la fin du printemps ou courant d'été. Et en fait, c'est un véhicule qui reprend la plateforme et beaucoup d'autres éléments de la fameuse EQS, le vaisseau amiral de la gamme électrique. Et parmi ces équipements, on peut avoir par exemple la porte conducteur qui s'ouvre automatiquement lorsqu'on s'en approche. Il y a aussi les roues arrière directionnelles en option ou alors une suspension pneumatique. Et enfin, le plus impressionnant, malheureusement, on ne l'a pas là, c'est l'hyperscreen. Donc là, on a une présentation franchement élégante et très pratique, mais le top, c'est quand même l'hyperscreen, une option. Donc c'est comme s'il s'agissait d'un écran géant qui court sur toute la planche de bord. On a donc là une dalle numérique et là, en fait, tout est présenté. Il y a une animation côté conducteur et c'est franchement impressionnant lorsqu'on découvre ça pour la première fois. Mercedes l'a pas mise sur cette version malheureusement. Côté dimension, c'est une voiture assez imposante, 4,95 m de long, donc là encore à peu près comme la Mercedes Classe E, mais elle ne dispose que d'un coffre assez modeste, 430 litres. En revanche, c'est encore une fois la partie technologique, technique qui prime. On a un ordinateur 8 cœurs avec 24 Go de RAM, donc à l'échelle automobile, c'est vraiment impressionnant d'avoir ça en informatique dans la voiture. La version présentée, c'est une EQE 350, donc avec un moteur qui développe l'équivalent de 292 chevaux et une batterie de 90 kWh de capacité, le tout pour une autonomie annoncée de 660 km. Assurément, c'est un modèle phare pour le marché français, c'est la nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique, un modèle qu'on pourra découvrir et essayer dès le printemps prochain, en mars 2022. Et c'est une voiture que Julien a déjà eu l'occasion de découvrir et il vous la présente maintenant. Bienvenue sur Automoto, chose promise, chose due, moins d'un an après sa révélation sous la forme d'un concept car, la Renault Mégane électrique débarque en série, un modèle qui déclare ouvertement la guerre à la Volkswagen ID3. Elle a beau reprendre l'appellation Mégane, elle n'en demeure pas moins beaucoup plus compacte, puisqu'en s'allongeant sur seulement 4,21 m de long, elle se montre paradoxalement plus courte qu'un Captur. Son secret, c'est son architecture ultra optimisée, pensée comme un véhicule 100% électrique, qui la libère des encombrantes motorisations thermiques pour réduire au maximum son porte-à-faux avant. Il en va de même à l'arrière, au profit d'une longueur d'empattement record pour ce gabarit réduit.
Et oui, avec une longueur d'empattement de 2,68 m entre chaque essieu, eh bien cette Mégane électrique affiche le même empattement qu'une Mégane thermique, bien qu'elle soit plus courte de 15 cm au total. On peut donc s'attendre à une habitabilité similaire malgré son extrême compacité. Et cela se vérifie à bord, d'autant que le plancher, dénué de tunnel de transmission, dégage un espace totalement plat. Si les passagers bénéficient d'un plus grand espace aux jambes, 3 voyageurs s'y trouveront probablement plus à l'étroit en raison d'une largeur plus faible. En revanche, le volume de coffre fait des merveilles en engloutissant 440 litres contre seulement 384 litres dans la Mégane thermique. Cette Mégane électrique inaugure la nouvelle plateforme CMF EV qui concentre son moteur et sa batterie au niveau du plancher afin d'abaisser le centre de gravité, ce qui implique d'avoir relevé l'habitacle, d'où cette posture qui la rapproche un peu de l'univers des SUV. Mais avec seulement 1,50 m de hauteur, elle est seulement 5 cm plus haute qu'une Mégane thermique, on lui pardonne, tant elle optimise son espace intérieur au profit de la compacité et donc du poids, l'ennemi juré des voitures électriques. 2 niveaux de puissance et de capacité de batterie sont proposés, une entrée de gamme de 130 chevaux couplée à une batterie de 40 kWh, capable de parcourir 300 km WLTP. Pour les flottes de société, ce même moteur est disponible avec une batterie de 60 kWh qui promet de rallier 470 km. Une grosse pile qui s'allie exclusivement au second niveau de puissance moteur qui développe 218 chevaux. Au mieux, cette Mégane peut récupérer 195 km d'autonomie en 30 minutes en se branchant sur un superchargeur délivrant jusqu'à 130 kW. Renault Mégane E-Tech électrique, c'est son appellation précise. C'est le premier modèle Renault à adopter la nouvelle identité de la marque, un losange d'inspiration Vasarely baptisé Nouvelle Ère, suspendu au centre de cette calandre réduite à sa plus simple expression, comme l'avait prédit le concept Morphose en 2020. Et le dessin de la poupe semble répondre à l'avant de la voiture avec un bandeau lumineux très fin également surmonté du logo. Un design globalement dicté par l'aérodynamisme à l'image des portières qui dissimulent des poignées rétractables à la manière des productions Tesla. Alors si le design extérieur de cette Mégane électrique ne révolutionne pas les codes de la marque, l'habitacle en revanche risque d'en impressionner plus d'un. C'était l'un des talons d'Achille des Renault il y a encore quelques années, mais c'est aujourd'hui l'une des priorités de la marque pour revenir au niveau de la concurrence, comme en témoigne ce cockpit en totale rupture avec les productions habituelles du losange. Là encore, Renault tient ses promesses en appliquant l'architecture de planche de bord du démonstrateur Symbiose de 2017. Cette dalle en forme de L inversée allie une tablette tactile centrale de 12 pouces à un écran numérique de 12,3 pouces logé sous les yeux du conducteur, tous deux séparés par un aérateur central qui brille par sa discrétion. Cet environnement numérique jouit d'une belle réactivité et d'un affichage de qualité 4K, tandis que Google se charge de fournir le système de reconnaissance vocale. Alors cette nouvelle génération d'habitacles se veut aussi éco-responsable. Sur les versions entrée de gamme, les fauteuils se tapissent de tissus 100% recyclés. Mais les plus virulents défenseurs de la cause animale pourront lui reprocher ces fauteuils en cuir véritable. Puis au niveau des contreportes, ils peuvent se parer d'Alcantara ou de fines feuilles de tilleul découpées au laser. L'optimisation de son architecture a également permis à la Mégane électrique de réduire la profondeur de sa planche de bord, tandis que l'absence de levier de vitesse a permis de dégager un espace d'une capacité de 7 litres entre les deux passagers avant, auquel s'ajoutent 3 litres sous l'accoudoir central coulissant. Malgré son statut de voiture électrique, cette nouvelle Mégane a tenu à soigner son acoustique en insérant une couche de mousse amortissante entre le plancher et l'habitacle. Et puis les portières bénéficient d'une double étanchéité qui est généralement réservée aux véhicules de catégorie supérieure. Cette nouvelle Mégane électrique ne manque donc pas d'atouts pour rivaliser avec la Volkswagen ID.3, d'autant plus qu'elle propose un moteur d'entrée de gamme plus modeste qui devrait lui faire bénéficier d'un tarif de base plus attractif. On ne manquera pas dans Automoto très prochainement d'opposer la française à sa rivale allemande bien avant qu'elle soit commercialisée en mars 2022. À bientôt.
C'est la 5e génération de Sportage, le SUV familial à 5 places de Kia. Il faut savoir que c'est un modèle phare pour la marque coréenne puisque l'actuelle génération, en fin de vie mais toujours au catalogue, reste sur le début de l'année 2021 la 2e Kia la plus vendue en France. C'est un modèle évidemment qui vit avec son temps. On trouve des mécaniques essence et diesel micro-hybridifiés, donc avec un tout petit système électrique visant à réduire les consommations. Mais on peut aussi commander le Sportage avec des motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Les puissances s'échelonnent donc de 136 à 265 chevaux pour ce modèle disponible avec 2 ou 4 roues motrices et qui viendra concurrencer les Peugeot 3008, Nissan Qashqai ou encore Ford Kuga. Le Sportage repose sur la plateforme appelée N3 de son cousin le Hyundai Tucson, un véhicule très agréable à conduire, et il s'étend sur 4,52 m, c'est assez imposant pour la catégorie. La nouveauté fait le plein de technologies à l'intérieur, notamment avec une grande dalle de présentation qui est tactile sur la partie droite et aussi avec de nombreuses aides à la conduite. En résumé, il a tout pour plaire et ce modèle devrait débuter selon nos estimations à environ 30 000 €, commercialisation printemps 2022. À Munich, l'une des stars est française ou presque, c'est le Dacia Jogger, c'est aussi l'une des rares voitures thermiques du salon et c'est un break qu'on a déjà découvert en avant-première avec Julien pour Automoto. Bienvenue sur Automoto. Malgré son appellation inédite, son faciès vous est forcément familier. Rien de plus normal puisque le nouveau break surélevé de Dacia reprend l'intégralité de la proue de la Sandero Stepway. Le Jogger, c'est son nom, a la lourde tâche de remplacer à la fois la Logan MCV et le Logi. De la plus baroudeuse des Sandero, le Jogger hérite aussi les appendices d'aventurier, caractérisés par ses protections de bas de caisse et autres extensions d'ailes. Et le Jogger gagne surtout 45 cm en longueur pour culminer à 4,55 m, soit 3 cm de mieux que le Logi, pour embarquer jusqu'à 7 passagers selon les versions. Il est toutefois plus bas de plafond que l'ancien Ludospace, avec une hauteur de seulement 1,63 m. Les passagers installés au dernier rang s'y sentiront peut-être un peu moins à l'aise qu'à bord du Logi, mais l'espace s'y montre plus généreux qu'à bord de la Logan MCV. Chez Dacia, un sou est un sou. Alors pour augmenter la garde au toit tout en gardant les portières avant de la Sandero, les designers ont dû se résoudre à ce léger décrochement un peu disgracieux au niveau du pilier B. Mais pour la petite histoire, en 2013, la Peugeot 2008 avait appliqué les mêmes recettes pour garder, plutôt reconduire, les portes avant de la 208. Plus hautes de 4 cm, les portières arrière sont également beaucoup plus longues que sur la Sandero pour améliorer l'accessibilité, notamment au 3e rang. À l'arrière, la verticalité est de mise pour optimiser l'espace à bord, ce qui vaut à ce Jogger des feux verticaux d'inspiration Volvo, comme l'avait prédit le concept car Bigster en début d'année. En dépit de tous ces efforts, le volume de chargement chute de plus de 100 litres en configuration 5 places par rapport au Logi, 708 litres de capacité qui font toutefois bien mieux que la Logan MCV. Décidément, le Jogger s'affirme comme un parfait entre-deux par rapport aux deux modèles qu'il remplace, à défaut de briller en termes de modularité. La banquette centrale se rabat en 2 parties mais ne bénéficie d'aucune glissière qui lui aurait permis de faire varier son volume de coffre. De leur côté, les 2 assises logées dans le compartiment à bagages sont mieux loties puisque rabattables en 2 parties. Mais n'espérez pas les éclipser sous le plancher, comme de coutume sur les SUV 7 places. Pour profiter d'un coffre digne de ce nom en configuration 5 places, il faudra jouer les Monsieur Muscle en sortant chaque fauteuil avec obligation de les remiser au garage. Mais la clientèle fidèle à Dacia depuis longtemps est habituée à donner de sa personne, alors elle ne devrait pas se formaliser. Elle trouvera même ce nouveau Jogger bien plus accueillant que les Logi et MCV au place avant.
car le nouveau venu repose sur la plateforme on ne peut plus moderne des Clio 5, Captur 2 et même Arcana. La position de conduite y est enfin digne de ce nom et réglable aux petits oignons. Le siège conducteur basé sur l'ossature de la Clio profite d'une assise plus longue et se règle en hauteur, tout comme la colonne de direction, en plus d'un ajustement en profondeur. Rien de plus normal puisque là encore, le cockpit du Jogger est intégralement issu de la Sandero et en reprend les derniers raffinements en matière d'équipement jusqu'à profiter d'un écran central tactile de 8 pouces en haut de gamme. Par son architecture de break, il s'en distingue par 24 litres d'espace de rangement répartis un peu partout, dont 6 porte-gobelets, mais aussi par des tablettes aviation coulissantes sur 7 cm au dos des sièges avant. Enfin, tout comme la Sandero Stepway, le Jogger se coiffe de barres de toit modulables en galerie pour supporter jusqu'à 80 kg. Sous le capot, point de motorisation diesel, mais un inédit 3 cylindres essence de 110 chevaux, en plus d'un EcoG bicarburation GPL de 100 chevaux, une offre plutôt réduite, uniquement couplée à une boîte manuelle à 6 rapports qui sera complétée en 2023, on nous le promet, par un moteur hybride non rechargeable issu des Clio et Captur. Si ce Jogger a plutôt fière allure, il affiche encore l'ancien logo Dacia au milieu de sa calandre, mais en fait le deuil sur son haillon, contrairement à la Sandero. Un passage de relais en douceur avec le nouveau logo dévoilé au printemps dernier, qui n'est pas attendu avant 2024 sur un modèle Dacia, avec l'arrivée de la prochaine génération de Duster. Dès le mois de novembre, il sera possible de passer commande de ce nouveau Jogger à un tarif de base qu'on peut estimer aux alentours de 13 000 €. Et avant les premières livraisons prévues en février 2022, eh bien, on ne manquera pas de vous livrer nos impressions volant en main sur Automoto. À bientôt. Allez, on va être honnête, on a assez peu d'informations sur le concept EQG, mais c'est une voiture que l'on espère voir un jour en série et c'est bien possible. On sait déjà que c'est donc un véhicule évidemment 100% électrique, comme son nom l'indique, qui est censé conserver les aptitudes en tout terrain du fameux Mercedes Classe G. D'ailleurs, à ce propos, on sait que c'est un véhicule qui pourra développer plus de 500 chevaux en électrique, évidemment avec 4 roues motrices aussi. Et c'est important, il y a une transmission à 2 rapports qui permet en théorie de continuer à offrir des aptitudes en franchissement très intéressantes. D'ailleurs, la garde au sol, évidemment, est réglable, mais déjà, c'est pas un petit gabarit, c'est vraiment un véhicule imposant qui a le bon goût de conserver le look iconique de l'ancienne version, donc là encore du Mercedes Classe G. Enfin, dernier détail technique intéressant pour les amateurs de franchissement, c'est un véhicule qui a conservé un châssis échelle et donc il ne dispose pas a priori de la plateforme EVA 2 des Mercedes EQE et EQS. Au salon de Munich, la meilleure concurrente de la Tesla Model 3, c'est elle, la BMW i4, qui entrera en production en Allemagne à partir du mois de novembre et sur laquelle on vous dit tout. Un an après sa révélation sous la forme d'un concept car, la première berline 100% électrique de BMW se concrétise enfin en modèle de série. L'i4, c'est son nom, est également la première allemande du genre à s'opposer frontalement à la Tesla Model 3. On peut considérer que BMW avance sur des œufs pour électrifier sa gamme. Par souci d'économie, le châssis de la BMW i4 est une adaptation de celui de la série 3 qui accueille d'encombrants moteurs thermiques sous le capot. Ainsi, une Tesla Model 3 exclusivement pensée comme une voiture électrique optimise mieux son architecture en proposant un empattement 1 cm plus long que sur l'allemande, alors qu'au global, elle se montre 9 cm plus courte comparée aux 4,78 m avancés par la BMW. Le bilan elle-même en termes de volume de coffre, malgré sa compacité, la Tesla Model 3 cube 505 litres en comptant l'espace logé sous son plancher, quand sa rivale allemande se contente de 470 litres d'emport.
Alors on a fait le choix de cette plateforme qui est modale à toutes sortes de motorisations. Pourquoi? Parce que BMW est un constructeur qui vend des voitures partout dans le monde et donc la demande en électromobilité n'est pas forcément la même entre les continents et entre les pays. Donc l'idée c'était d'avoir cette plateforme qui s'adapte justement aux motorisations à la fois thermiques, hybrides rechargeables, électriques. Et pourtant, avec cette motorisation qui est multimodale, on a des performances qui sont incroyables à la fois en termes d'autonomie électrique, de puissance, de plaisir de conduire propre à la marque BMW et également en termes de recharge. Alors côté design, la clientèle ne jurant que par l'électrique et soucieuse de se distinguer du flot des véhicules thermiques, n'y trouvera pas forcément son compte parce que, à l'exception de quelques détails, cette i4 reprend intégralement le look de celle de la famille série 4. Pourtant, à l'exception du capot, des optiques avant et arrière et de la malle, tous les éléments de carrosserie lui sont spécifiques. Même les portières, qui troquent leur poignée classique contre des appendices affleurants au profit de l'aérodynamisme, dans un même souci, la calandre se fait pleine et arbore un liseré bleuté que l'on retrouve dans les optiques, sur les bas de portière ainsi qu'au niveau du diffuseur, tandis que les jantes se muent en flasque sur certaines versions. Toutes ces modifications abaissent son coefficient de pénétration dans l'air à seulement 0,24. De son côté, l'habitacle reprend aussi la planche de bord de la série 4, à l'exception de la partie haute qui inaugure cette large dalle numérique rectangulaire qui n'est pas sans rappeler certaines productions de Mercedes. Toutefois, elle se démarque par son profil incurvé qui regroupe deux écrans disposés en enfilade de 12,3 pouces et 14,9 pouces de diagonale, un centre névralgique qui embarque une nouvelle génération de systèmes d'infodivertissement BMW iDrive à reconnaissance vocale et compatible 5G. Enfin, cet habitacle se distingue également de la série 4 par de nouvelles buses d'aération centrale dénuées de touches physiques puisque ces fonctions sont intégralement déléguées au module tactile. Pour le moment, la gamme i4 se décline selon deux variantes. La première, iDrive 40, profite d'un électromoteur de 340 chevaux et 430 Nm de couple délivré uniquement sur les roues arrière. Il est associé à une batterie de 83,9 kWh promettant de rallier plus de 590 km. S'y ajoute une i4 M50 au tempérament plus fougueux qui voit sa puissance s'envoler à 544 chevaux et 795 Nm de couple grâce à l'apport d'un second bloc logé dans l'essieu avant pour lui faire bénéficier d'une transmission intégrale, la catapultant de 0 à 100 km/h en 3 secondes 9. Avec une capacité de batterie identique à l'entrée de gamme, son autonomie tombe aux alentours de 510 km. Enfin, quel que soit le modèle, la BMW i4 bénéficie d'une tension de 400 volts qui lui permet de recouvrer 80% de capacité de batterie en 31 minutes sur un superchargeur délivrant 210 kW au maximum. L'arrivée de cette nouvelle i4 coïncide avec le renouvellement de la série 4 Grand Coupé à moteur thermique puisqu'il s'agit de la même base technique. Cette seconde génération, elle profite de certains raffinements du modèle 100% électrique pour se démarquer du coupé et du cabriolet série 4 à l'image des poignées de porte affleurantes. Si ces boucliers sont également similaires, elle s'en distingue par des jantes et des décorations latérales spécifiques quand sa planche de bord tourne le dos à l'écran numérique incurvé pour revenir à l'environnement intérieur plus classique des coupés et cabriolets série 4. À son lancement en novembre prochain, la nouvelle berline base s'offrira 3 moteurs, 2 essences de 184 et 374 chevaux ainsi qu'un diesel de 190 chevaux. À plus long terme, l'hybridation rechargeable devrait faire son apparition en attendant la bouillonnante M4 délivrant plus de 500 chevaux. Côté prix, la série 4 Grand Coupé fait démarrer ses tarifs à 49 700 €. Comptez 10 000 € de plus pour l'entrée de gamme BMW i4. Ces deux modèles, vous les retrouverez très prochainement à l'essai sur automoto.com. À bientôt! Je vous rassure, cette couleur ne sera pas au catalogue. Lui, c'est l'ID5 qui sera commercialisé au printemps 2022. Et donc, on aura la version définitive qui, elle, sera dévoilée dans des teintes normales au mois de novembre.
Pour faire simple, l'ID5 c'est un ID4 coupé, donc avec un pavillon un petit peu plus fuyant et une longueur augmentée, mais vraiment très peu, c'est 3 mm de plus que l'ID4. Et donc comme l'ID3 avec lequel il partage aussi sa plateforme, ce sont des voitures électriques disponibles avec plusieurs niveaux de puissance et plusieurs capacités de batterie. Là par exemple, on a la version GTX qui revendique l'équivalent électrique de 299 chevaux. L'autonomie maximale sur cette voiture est annoncée à 497 km et l'intérieur qui, vous le voyez, n'est pas dévoilé ici et a priori exactement le même que celui d'une ID4. La famille ID n'a pas fini de s'agrandir puisqu'on aura probablement dès l'année prochaine la version ID6, donc ce sera une familiale capable a priori d'emporter jusqu'à 7 personnes à bord. Et après on aura même des berlines et break qui elles s'appelleront ID7. Les petites BMW coupées à roue arrière motrice, c'est pas complètement fini, contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer. La preuve avec la G42, c'est le nom de code de la nouvelle BMW série 2 coupée que Julien a eu l'occasion de découvrir avant le salon de Munich. Vous le savez probablement, l'actuelle BMW série 1 a abandonné l'architecture à propulsion de sa devancière dont bénéficiait l'ancien coupé série 2. Donc en apprenant le retour de ce coupé série 2, on a craint un moment qu'il se convertisse à la traction avant. Mais pour éviter tout incident diplomatique avec sa clientèle, eh bien BMW lui a alloué les services de la plateforme de la série 4, fidèle aux roues arrière motrices. On respire. Alors, la série 2 coupée hérite de la plateforme donc de la série 3 ou série 4. Le but, c'était d'avoir une architecture propulsion pour faire une sorte de retour aux sources. La plateforme qui permet ça, finalement, c'est donc celle de la série 3, série 4, moteur longitudinal, avec la puissance qui est envoyée aux roues arrière ou aux 4 roues. Donc là, on a une version X-Drive. L'avantage, c'est que du coup, on a une voiture que ça va être un jouet et c'est surtout une proposition unique sur le segment. On est les seuls à avoir une architecture 6 cylindres turbo, propulsion ou 4 roues motrices. Ce mode architectural qui fera le bonheur des amateurs de conduite a d'autres vertus. Il permet à la nouvelle BMW série 2 coupé de s'affranchir de la proue légèrement typée monovolume de la série 1, douloureux héritage des monospaces série 2 et autres SUV X1, X2 avec lesquels elle partage sa technologie. En optant pour un profil raccourci de série 4, elle reconduit le long capot plat de sa devancière pour alléger sa ligne, contrairement à la série de grands coupés, loin d'avoir fait l'objet de tant d'attention. Alors quand on inspecte son design dans le détail, on remarque un certain lien de parenté avec la famille série 4 et plus particulièrement les récentes i4 et série 4 grands coupés dont elle reprend les poignées de porte affleurantes ou encore les rétroviseurs, mais les similitudes s'arrêtent là. Cette série de coupés, elle ne ressemble ni à une série 1 ni à une série 4. D'ailleurs, par rapport à son aîné, eh bien, elle renonce aux gigantesques haricots de calandre qui ont tant fait polémique. Elle revient à des lignes plutôt classiques, quoique agressives. Le spectacle est assuré par ses ailes outrageusement bodybuildées en décalage avec la portière, engendrant un méplat de taille conséquente au niveau des longerons et laissant deviner des voies ultra larges pour renforcer son caractère sportif. Le regard se veut également plus perçant, car taillé en pointe vers la calandre, il surplombe un bouclier percé d'entrée d'air massive dessiné à la serpe, digne des productions motorsport les plus rageuses. Mais le meilleur reste à venir, avec une variante M2 encore plus dingue, programmée pour les prochains mois. À son lancement, il faudra se contenter de motorisation 4 cylindres plutôt modeste, développant 184 chevaux en essence et 190 chevaux en diesel, toutes deux associées à une boîte automatique à 8 rapports. On s'enthousiasmera davantage pour l'antichambre de la future M2, dénommée M240i X-Drive à 4 roues motrices, qui propose déjà la bagatelle de 374 chevaux, un joli niveau de puissance qu'elle doit à son 6 cylindres de 3 litres et dont est privé le restant de la gamme série 1, série 2. Ce choix d'une motorisation noble a également pesé dans la balance lorsqu'il fut décidé de recourir
au soubassement de la série 4. Ce 6 cylindres en ligne développe 34 chevaux de plus que le moteur de son prédécesseur pour abattre le 0 à 100 en 4 secondes 3, soit 3 dixièmes de mieux. C'est d'autant plus remarquable que sa carrosserie s'est allongée de presque 8 cm pour atteindre 4,54 m, impliquant une logique prise de poids. Alors 374 chevaux, c'est déjà très confortable pour un 6 cylindres, mais on en attend beaucoup plus de la part de la bavaroise, notamment pour contrer les assauts de la Mercedes Classe A 45 AMG qui pulvérise la barre des 400 chevaux avec un simple 4 cylindres. On vous le répète, vivement l'arrivée de la M2. Enfin, l'habitacle ne peut renier son appartenance à la famille série 4 puisque sa planche de bord est totalement reprise à sa grande sœur. Elle s'en distingue toutefois par ses contreportes rétro éclairées dans le plus pur esprit racing. Cette série de coupés elle est déjà disponible à la commande à partir de 41 800 €. Et sachez que dans quelques mois, elle pourrait se décliner également en cabriolet. D'ici là, nous ne manquerons pas de prendre le volant de ce modèle pour un essai complet. Moi, je vous dis à bientôt. Elle a tout d'une vraie voiture de course, même l'aileron arrière doté d'un DRS comme en Formule 1. Elle, c'est la Mission R, un concept car surprise à l'exposition de Munich. Et c'est une voiture qui préfigure ce que pourrait être l'avenir de la compétition chez Porsche. Et pourquoi pas un jour remplacer les Carrera Cup. C'est une voiture 100% électrique, donc un moteur électrique à l'avant qui fait 435 chevaux et un à l'arrière aussi pour un total de 1088 chevaux. Sauf qu'en configuration course, on aurait seulement, si j'ose dire, 680 chevaux. Les performances, c'est dingue. Le 0 à 100 est abattu selon Porsche en 2 secondes et demie et la vitesse maxi culmine à 300 km/h. Et l'autre prouesse, c'est la batterie aussi qui affiche 80 kWh de capacité, mais surtout qui accepte une puissance de charge de 340 kW. Alors évidemment, pour l'instant, on ne trouve pas de borne comme ça, mais peut-être qu'aux abords des circuits pour les compétitions électriques, ce sera possible et ça permettrait à cette voiture de passer de 5% à 80% au niveau de batterie en seulement 15 minutes. L'autre intérêt de la Missionnaire, c'est aussi l'apport esthétique puisque quand on regarde bien la face avant, on peut imaginer que c'est ce à quoi ressembleront les futurs Porsche Boxster et Cayman. Chez Smart comme ailleurs, le futur est électrique et justement la marque profite de l'exposition à Genève pour présenter ce concept. C'est un SUV qui s'étend sur 4,29 m de long et ça en ferait un potentiel concurrent s'il sort comme prévu en 2023 des Peugeot 2008 ou Mini Countryman. On n'a pas encore énormément d'informations sur ce concept, mais on sait déjà l'autonomie annoncée par Smart, à savoir 430 km. Cette voiture reposera lors de sa commercialisation sur une plateforme appelée SEA, qui étonnamment sera aussi celle du futur Volvo XC20. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme le constructeur suédois, Daimler est désormais lié via une co-entreprise avec le chinois Geely, et c'est donc cette entreprise chinoise qui produira les futurs Smart. Mercedes Maybach EQS SUV. Alors attention, c'est du lourd, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus subtil en termes de look, mais il faut quand même s'intéresser à cette voiture parce que après Rolls-Royce et après Bentley, Maybach, donc le département le plus haut de gamme, le plus cher de tout ce qu'on peut trouver chez Mercedes, se met également au SUV, mais c'est un modèle 100% électrique.
Date de commercialisation, tarifs, tout ça, il n'y a encore aucune info sur le sujet, tout simplement parce qu'il s'agit d'un concept, c'est la première mondiale ici. En revanche, on sait déjà que c'est un véhicule qui pourra disposer jusqu'à 600 km d'autonomie et avec des moteurs allant de 333 à 524 chevaux. Au chapitre technique, c'est évidemment une plateforme qu'on connaît, c'est la même que sur la nouvelle Mercedes EQS, la limousine. C'est une plateforme qui s'appelle EVA 2, mais il y a une toute petite différence ici. Elle repose sur des jantes de 24 pouces, ça semble vraiment énorme. Bienvenue à bord de la 7e génération de combi, ou plus précisément du nouveau Volkswagen Multivan T7. C'est une version qui arrivera en France dès la fin de l'année 2021 ou alors tout début 2022, avec à l'échelle internationale une offre essence et diesel. Mais chez nous, nous n'aurons que du PHEV, c'est-à-dire de l'hybride rechargeable, donc qui associe un moteur essence à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 218 chevaux. Et le prix de base se situera un tout petit peu au-dessus des 70 000 €. C'est un tout nouveau modèle qui s'étend sur 4,97 m de long et reste sous la barre des 1,91 m, donc c'est 1,90 m et 1 ou 2 mm en plus, donc a priori on peut quand même rouler dans les parkings souterrains avec ce genre de véhicule. C'est un atout, notamment pour les versions, je pense au camping-car ou presque les vannes aménagées telles que le California. Mais il faut savoir que le California, comme la version utilitaire du Multivan, reste pour l'instant les anciennes versions, donc ce sont encore les T6 pour quelques mois. Parmi les nouveautés de ce van qui sera vendu exclusivement aussi avec une transmission DSG, on trouve par exemple des sièges forcément individuels à l'intérieur, il n'y aura pas de banquette comme précédemment, et on trouve également un haillon motorisé et tout un tas d'équipements, on ne peut pas tous les aborder ici, mais notamment liés à la sécurité active et passive. Et enfin, côté transmission, désormais il n'y a plus de levier de vitesse entre les sièges avant ni sur la console centrale, c'est juste un tout petit levier sur la planche de bord. On monte par l'avant et les phares sont dans les rétroviseurs. Alors dit comme ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est normal puisque cette voiture c'est la descendante de l'Isetta, donc le tout petit modèle de 1953 qui était produit par exemple sous licence par BMW. La Microlino, c'est son nom, est donc une voiture suisse qui va être produite dès la fin de l'année en Italie et elle va être vendue normalement courant 2022 en France avec un prix de base de 12 500 €. On peut y voir une potentielle concurrente des Renault Twizy ou Citroën Ami, mais attention, là il n'y aura aucune version disponible sans permis. Il faudra forcément être titulaire du permis pour pouvoir profiter pleinement de cette voiture 100% électrique qui sera disponible avec 3 niveaux de batterie. Les capacités de batterie, c'est 6 kWh, 10,5 kWh ou 14 kWh pour des autonomies qui vont donc de 95 km à officiellement 230 km. À bord de cette stricte de place, ça risque de ne pas être le grand frisson, pourtant c'est quand même des roues arrière motrices, mais la vitesse maxi est donnée pour 90 km/h. L'accessibilité sera vraiment quelque chose de particulier sur cette voiture. On ne sait pas encore comment on pourra en sortir s'il y a un SUV garé juste devant, mais ça, on va dire que ça fait partie du charme.
Le salon de Munich, c'est aussi le salon de la mobilité et justement, on peut voir qu'il y a ici 2 halls entièrement consacrés au cycle. Il y a des vélos en tout genre, des VTT, des vélos de course, des vélos électriques et comme ici, des vélos cargo. Et justement, c'est plus calme ici, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo top flop du salon de Munich 2021. Parmi les tops évidents selon moi, il y a le concept missionnaire chez Porsche et c'est pas seulement pour son nom, c'est vraiment un truc rafraîchissant et même si Porsche pense à l'avenir au carburant de synthèse, il prouve aussi avec ce concept que l'électrique c'est évidemment une solution d'avenir et pour ses performances et pour son look, c'est vraiment un truc à ne pas manquer. Il y a aussi chez Dacia, c'est le jogger. C'est un peu le retour aux fondamentaux, aux aspects pratiques et le tout pour un tarif serré. Alors évidemment, le jogger, c'est pas pour les rêveurs, plutôt pour les pragmatiques, mais c'est un produit intéressant et qu'on va avoir la joie d'essayer bientôt. Autre modèle intéressant et rafraîchissant, c'est la Renault 5, un concept qu'on avait déjà vu en début d'année, mais c'est quelque part sa première mondiale avec du grand public pour l'observer. Ça vaut le coup, c'est joli, c'est néo-rétro, ça va être super sympa. Et pour en terminer avec mes tops, il y a la Microlino, c'est tout petit, c'est charmant, c'est électrique, c'est purement urbain, c'est sûr. Et j'espère vraiment qu'on aura la joie de l'essayer bientôt. Côté flop, maintenant je pense, je sais pas pourquoi, à la Maybach EQS SUV, ça me parle pas, un gros SUV comme ça qui doit faire au moins 2,5 tonnes voire 3 tonnes, 100% électrique et c'est juste que j'ai un vrai problème avec le design, ça n'engage que moi. L'autre point noir, j'ai envie de dire, du salon de Munich, c'est l'organisation. C'est un peu comme si chacun s'était organisé dans son coin. On a par exemple Renault qui est ici au Metz, donc le principal hall d'exposition, et d'autres constructeurs comme Porsche, Audi ou Cupra qui ne sont visibles qu'en centre-ville. Alors je comprends bien que le fait de voir des nouveautés pour le public au cœur de Munich, c'est super sympa. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'à l'avenir, que ce soit ici ou alors dans le centre-ville, tous les constructeurs se mettent d'accord pour présenter leurs nouveautés au même endroit.